La piste de décollage est installée. L'équipage constitué d'élèves de terminale volontaire procède au dernier réglage. Ils s'apprêtent à envoyer un ballon-sonde dans la stratosphère. Un projet débuté il y a 1 an et demi avec leur professeur de physique-chimie qui s'est adjoint le soutien du CNES, le Centre national d'études spatiales. Mais ce sont avant tout les lycéens qui ont conçu et imaginé cet appareil de mesure complexe en respectant des contraintes de poids, de taille et de sécurité. On a un système qui donne en direct l'information, donc température, pression, tout ce qu'on a mis comme capteur dedans. Et on a envoyé aujourd'hui plein soleil aussi, ce qui permet d'envoyer un appareil photo. Et donc notre objectif c'est d'aller voir aussi un petit peu la forme de la Terre, la rotondité comme on dit, voir un peu à quoi ça ressemble vu du haut. C'est parti pour un voyage à 30 000 mètres du sol, hauteur à laquelle le ballon sera forcé d'éclater sous la pression et de redescendre sur Terre ralenti d'un parachute afin de conserver ses composants intacts. Une expérience formatrice et concrète pour ces élèves en filière scientifique qui ont pu éprouver leurs connaissances. C'est le cas de Jérémy, adepte d'électronique et de programmation, qui a su se saisir de cet enseignement complémentaire. Ces travaux pratiques-là, ça manque quand même, oui, c'est vrai que ça change, c'est important. On met vraiment en application ce qu'on apprend et c'est beaucoup moins théorique que ce qu'on fait en classe, en cours traditionnels. Les cours traditionnels, c'est bientôt fini pour eux qui partiront certainement dans quelques jours, le baccalauréat en poche. Forts de cet accomplissement, ils vont pouvoir prendre leur envol vers les études supérieures sans se brûler les ailes. À la d'ordinaire très calme basilique du Bois-Chenu, à Domrémy-la-Pucelle, dans la plaine vosgienne, on assistait récemment à une animation peu commune. Sauf si l'on sait que les répétitions du Testament de Jeanne s'enchaînent. Jouées depuis 7 ans sur le parvis, cette année le son et lumière investit l'intérieur de l'édifice. Une façon originale de renouveler un événement qui en 2016 attirait encore près de 12 000 spectateurs et pas plus de 4 000 l'année dernière. Il fallait stopper l'hémorragie. On check toutes les scènes rapidement. C'est vrai qu'au bout d'un certain temps, les gens peuvent vous dire bah oui, on l'a déjà vu. Et donc il ne s'agissait pas de faire quelque chose de cosmétique, mais véritablement de repenser le spectacle en profondeur. Et je me suis dit que voilà, dans le fond et dans la forme, ça passait par cet intérieur de cette basilique. Les gens n'ont pas du tout l'habitude de voir ce genre de choses. Voilà, c'est une première en France. On est fiers qu'elle soit ici, dans ce petit village de Domrémy. Avec une trentaine de projecteurs, les voûtes, tableaux, vitraux et statues participent encore plus au son et lumière. Revers de la médaille, pas plus de 419 places par spectacle. Et pourtant, ce n'est pas une mauvaise chose pour celle qui incarne Jeanne d'Arc depuis maintenant 5 ans et occupe désormais la présidence de l'association L'Arche aux Images. En nom de Dieu, Seigneur, prenez-les tous, français et anglais, et mettez-les tous en votre paradis. Déjà, on va jouer au milieu des spectateurs, donc on va avoir une proximité qui va être vraiment nettement augmentée par rapport aux éditions précédentes. Et puis, on est à l'intérieur de la basilique, donc les lumières vont nous envelopper, donc on aura vraiment l'impression d'être à l'intérieur des scènes. Donc ça va être magique. Et Jeanne ne sera pas la seule héroïne de l'histoire. Une autre héroïne qu'on a choisi de faire naître en 1914, c'est-à-dire pendant le chantier de la basilique. Et on va la retrouver jusqu'en 1940. Et finalement, il y a un parallèle qui se crée entre, d'une part, l'action de cette héroïne à travers ses gestes de résistante et l'épopée de Jeanne d'Arc. Plus de 90 figurants sont mobilisés sur ce son et lumière, certains jouant d'ailleurs plusieurs rôles. Je meurs à 2 scènes de suite, là en anglais et juste après en poilu. Je suis un soldat anglais, je suis un poilu français durant la guerre 14-18. Ensuite, je suis un roi anglais, puis un officier allemand pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut se transposer d'une époque à l'autre en une scène. Donc ça veut dire qu'au niveau des changements des costumes, il faut être très très rapide. Prêt à donner sa vie plusieurs fois donc pour la première représentation du Testament de Jeanne, ce jeudi 22h, puis tous les soirs jusqu'au 13 juillet. C'est l'occasion de faire peau neuve, ou presque. Dans cette nouvelle boutique dédiée aux vêtements d'occasion, on met l'accent sur la citoyenneté. Le but en fait c'est vraiment je pense d'aider les gens via donc, la fripe parce que c'est un côté sympa, c'est bon pour la planète, c'est bon pour le porte-monnaie aussi, donc ça touche vraiment tout le monde.
Et le but c'est vraiment ça, c'est de mettre l'humain au premier plan. En 25 ans d'existence, l'entreprise Relais Est, qui gère 7 établissements de ce type dans la région, a collecté près de 6300 tonnes de textiles. Ces tissus sont ensuite triés pour en revendre les meilleures pièces. L'occasion pour certains clients de lutter contre la surconsommation. Je trouve qu'on achète trop de vêtements souvent, on est alerté sur le fait qu'il y a beaucoup de gaspillage vestimentaire aussi. Et donc ça fait circuler les vêtements. Pourquoi acheter des nouveaux vêtements qui sont fabriqués des fois dans des conditions pas idéales. Et donc je trouve que éthiquement c'est intéressant. Mais pour la clientèle, l'intérêt principal de ces boutiques, c'est avant tout les prix. Je suis passé devant, j'ai vu c'est en collaboration avec Emmaüs. Je me suis dit tiens, bon, vu que je connais déjà à la base, je me suis dit pourquoi pas venir voir, jeter un coup d'œil, c'est l'occasion. Je vais des fois à Emmaüs pour voir ce qu'il y a, parce que mine de rien, c'est quand même des prix intéressants. Et c'est vraiment pour trouver la bonne affaire. Des bonnes affaires à saisir ou à proposer. Pour recycler vos vêtements inutilisés, rendez-vous dans les 1450 bornes de collecte du Grand Est ou directement en boutique. Le quartier de Bussy, bientôt métamorphosé. À Pont-Sainte-Marie, un projet de requalification urbaine a été présenté aux habitants il y a quelques jours. C'est un quartier qui a été construit au début des années 70. Aujourd'hui, on voit bien un certain nombre de dysfonctionnements sur les problèmes de stationnement, sur l'appropriation des espaces publics, sur la voirie, les sens de circulation, problèmes de sécurité routière. Donc l'ensemble de ces difficultés a été relevé et nous avons demandé à un cabinet de travailler. Aujourd'hui, nous n'avons pratiquement plus de commerce, malheureusement comme dans beaucoup de quartiers. Et donc l'idée, c'est aussi d'avoir une réflexion par rapport au commerce de proximité. Ce travail de réflexion est d'ores et déjà engagé, notamment avec la création d'un conseil citoyen. Les 1700 habitants qui composent ce quartier pourront soumettre leurs idées. La requalification, si vous voulez, elle est actée, mais on a besoin des idées des habitants pour vraiment confirmer certaines choses et selon les suggestions que les gens vont nous proposer, voir ce qu'il y a à améliorer ou ce qu'il y a vraiment les besoins des habitants. En quelque sorte, il ne faut pas rester dans un bureau, décider ce qu'il faut faire pour un quartier. L'ensemble du conseil citoyen, qui est composé d'une vingtaine de personnes, va travailler sur les différentes thématiques, et ce jusqu'à la fin de l'année, puisque pour nous, 2019, c'est l'année de la concertation. Ce qui est sûr déjà, c'est la démolition d'une tour. 33 logements, donc pour donner un petit peu plus d'air, donner de l'aération au quartier. Les derniers gros travaux ont eu lieu il y a plus de 20 ans. Il était temps de changer le visage du quartier. Plus de stationnement, changement de sens de circulation et aussi faire place aux nouveaux moyens de transport plus doux comme les vélos. Au lieu de dessiner une piste cyclable d'une manière arbitraire, l'idée ça a été de dire qu'il faut qu'on traite toutes les problématiques en même temps, dont ces problèmes de liaison douce. Et c'est la raison pour laquelle nous l'intégrons dans ce projet de requalification. Pour que chacun puisse utiliser la ville à sa manière, à sa convenance. Du côté des habitants, la nouvelle est bien accueillie. C'est assez intéressant, important pour l'évolution du quartier, des habitants, le mieux vivre ensemble et puis le développement dans le côté positif du quartier. L'idée, c'est vraiment de retrouver, je dirais, des valeurs, une âme au quartier. Vraiment un quartier qui bouge, où il y a de l'animation. J'ai trouvé ça sympa en fait, qu'ils puissent faire un grand parc à l'intérieur de ce quartier en fait, où tout est un petit peu dispatché à droite à gauche. Et je trouve vraiment ça sympa. Ouais. Les travaux devraient débuter en 2021. On en sait aujourd'hui un peu plus sur les circonstances du meurtre d'Alexis Gueury à Châtel-sur-Moselle. Le procureur de la République, Nicolas Hetz, tenait ce lundi une première conférence de presse, confirmant déjà que depuis le 21 juin, la victime faisait l'objet de recherches pour disparition inquiétante. Un témoin était entendu par les militaires le même jour et déclarait avoir vu un cadavre dans un jardin de la commune de Châtel-sur-Moselle et indiquait qu'un individu dont il donnait l'identité, en revendiquait clairement le meurtre. L'homme en question, âgé de 37 ans et originaire de Mexique, contactera lui-même dans la nuit de vendredi à samedi la gendarmerie pour avouer le meurtre. Il sera interpellé à 6h samedi matin à son domicile. Placé en garde à vue, il acceptait de répondre aux questions des enquêteurs et reconnaissait avoir tué la victime
à l'aide d'un couteau au sein de son domicile à Nomexy. Ce meurtre a pu intervenir, selon ses déclarations, lundi 10 juin 2019. Il est en l'état impossible d'en connaître le mobile exact. Le mobile, justement, a fait l'objet de différentes rumeurs ces derniers jours, mais pour les avocats du meurtrier présumé, il s'agirait sans doute d'un coup de folie. Il a donné plusieurs hypothèses possibles qui devront être vérifiées à l'avenir, mais moi je pense que il n'y a pas de véritable mobile et on est encore une fois plus sur un coup de folie, si je peux employer cette expression. Difficile en tout cas d'en savoir plus pour le moment, d'autant que les enquêteurs ont affaire à quelqu'un qui certes collabore, qui répond aux questions, mais dont les explications sont souvent confuses, l'homme en question souffrant visiblement de sérieux troubles psychiatriques. Il est fatigué par la garde à vue dont il a fait l'objet, les 48 heures. Il est aussi un peu abasourdi par toute cette affaire, par éventuellement le retentissement. Et il est extrêmement confus aujourd'hui dans les explications qu'il peut donner aux enquêteurs. Les investigations en tout cas se poursuivent. L'auteur présumé placé en détention provisoire encourt 30 ans de réclusion pour meurtre et atteinte à l'intégrité du cadavre.